Je commence par une question. Un métro, c'est long. Un métro parisien, il y a 5 wagons. Chaque wagon, je crois qu'il y a 3 portes. Donc, imaginez, le métro s'arrête, mettons, à la station Châtelet, la porte s'ouvre, et qui est-ce qui entre? Un ami que vous n'avez pas vu depuis 30 ans. La question, quelle est votre réaction? Est-ce que vous dites « Oh, mais c'est extraordinaire, incroyable », c'est comme s'il y avait un regard supérieur, un doigt du destin qui nous désigne, qui nous fait ces surprises magiques? Ou bien est-ce qu'au contraire vous vous dites « Ça alors, le nombre de fois où un ami que je n'ai pas vu depuis 30 ans a dû monter dans le wagon d'à côté, ou dans le métro d'avant, ou même par une porte qui n'est pas celle devant laquelle je me trouve. » Voilà. Premier type de réaction, je me souviens que c'est celui de Jean Cocteau qui voyait là des sortes de signes d'appel mystérieux. Il les collectionnait, il les gardait en mémoire, il en prenait même note. À l'opposé, un Paul Valéry réduisait tous ses étonnements à la seule candeur humaine. Et comme il a beaucoup plus réfléchi que la plupart d'entre nous, pas de commentaires. Quand même, je pense à la force d'habitude qui nous fait dire normal, dire naturel, des choses aussi étranges que le soleil ou que notre corps. Bien, mis à part celle de l'ami que nous trouvons ou ratons dans le métro, il est des rencontres qui se produisent et qui me semblent beaucoup plus improbables, celles-ci. Certainement, vous aussi, en avez-vous de votre côté été l'acteur ou même simplement le spectateur? Moi, ces petites aventures ont bien dû m'arriver 7, 8 fois peut-être, sauf que la dernière date de cette semaine, quelques jours, toute fraîche. Et j'avoue, j'en suis vraiment sous le coup, au point d'avoir voulu faire cette vidéo. Le début du récit n'est malheureusement pas très drôle. Une amie m'annonce le décès de son époux, Emmanuel. Même si ce départ était attendu, il semblait que si quelqu'un au monde pouvait s'en tirer, c'était vraiment lui. Un athlète hors norme, un cœur d'acier, pas seulement un marathonien, un familier des ultramarins, des Ironman, enfin des trails extrêmes. 220 km ne lui faisait pas peur. Son cancer s'était généralisé et imaginez qu'au mois de mars 2024, mars dernier, Emmanuel, malade, a couru un marathon. Sa devise est « L'abandon n'est pas une option ». Voilà qui est Emmanuel. Et donc son épouse m'annonce son décès. Elle est une amie de longue date, une amie sportive. Je me dois d'assister à l'inhumation, non seulement en mon nom, mais au nom de tous les amis sportifs qui n'auront pas forcément pu venir. C'est la période des vacances. Voilà, deuil, chagrin, cimetière bien sûr. Ce sont les circonstances du choc que je ne m'attends certainement pas à recevoir. Jean Cocteau y verrait le doigt du destin pointé sur moi. Paul Valéry, une preuve de ma niaiserie. Je vous raconte. Le cadre est le cimetière Montparnasse, un grand cimetière parisien où reposent notamment nombre de célébrités. Celle dont le nom me parle le plus et dont il m'est arrivé plusieurs fois de venir voir la tombe est Mounet-Sully. Lorsqu'on s'intéresse à la voix, la diction, la déclamation, on ne peut qu'être fasciné par celui qui fut sans doute le plus grand tragédien de son temps, l'égal de Sarah Bernhardt, qui le rejoignait souvent sur les scènes de la Comédie Française. Voici la tombe de Mounet-Sully. Je me rappelle la joie que, tout jeune, j'avais eue lorsque j'avais pu découvrir les anciens enregistrements, le timbre de sa voix, cette voix d'airain, la stylisation des sentiments par la conscience des hauteurs, des intensités. Le cinéma parlant n'existait pas alors. Bien sûr, l'habitude des plans rapprochés, aussi bien visuels par la caméra que sonores par le micro, fait beaucoup de contemporains trouver emphatique, empoulé, voire ridicule cette déclamation. Mais ce type de jugement ne sort pas de son siècle et témoigne surtout un manque de recul. Étranger à ce cri, à l'oracle étranger, n'ayant aucun indice, en cette ombre profonde, je crains d'errer longtemps, si on ne me seconde de moi, citoyen nouveau de l'Antiquité. Il s'agit d'un art de dire qui est proche du chant et dont je trouve dommage de laisser perdre la leçon. En plus,
c'est un chant unique que celui de Mounet-Sully. Comme unique est le chant de Madame Segon-Weber, comme unique celui de Julia Barthé. Il ne faut pas imaginer que la déclamation soit toute la même. Donc Mounet-Sully, décédé en 1916, repose ici. Je le redis, ce fut vraiment une très grande gloire du théâtre français, à ce point que sur les murs de la galerie extérieure de la Comédie Française, vous pouvez voir son médaillon à côté de ceux de Corneille, Racine et Molière. Extrait d'une vidéo que j'ai postée en mai dernier. Puis on passe à la Comédie Française. Clin d'œil à l'ami Roger Bertolzi, qui a très aimablement décliné mon invitation à prendre un verre avec moi à côté du Louvre, et qui m'apprend qu'il est au cimetière de Montparnasse. Et je lui dis, il faut absolument saluer respectueusement de ma part le grand Mounet-Sully, le partenaire de Sarah Bernard, l'un des plus grands acteurs de théâtre qu'on ait jamais eu, une déclamation fantastique dont on dit que Gérard Philippe se souvenait. Venez voir maintenant. Comment Gérard Philippe pouvait-il bien se souvenir des accents, de la déclamation, de la leçon de Mounet-Sully, décédé presque 10 ans avant sa naissance? Eh bien, par l'intermédiaire de son professeur Georges Leroy, qui avait en mémoire le jeu du grand tragédien. Un peu plus tard, tout glorieux qu'il était devenu, Gérard Philippe était humblement revenu demander des conseils à son professeur Georges Leroy pour l'interprétation si difficile du Cid. Retour au cimetière Montparnasse, retour à la tombe de Mounet-Sully. C'est un grand cimetière. Quand son épouse m'a dit que Emmanuel devait y être inhumé, j'ai immédiatement pensé à Mounet-Sully. J'ai pensé que peut-être après la cérémonie, je pourrais revenir sur la sépulture du tragédien. Et voici le choc, le grand choc dont j'ai parlé. Le cortège des amis d'Emmanuel s'arrête ici même, non pour saluer le grand acteur, mais parce que le caveau de famille d'Emmanuel jouxte sa tombe. Vous le voyez exactement à droite. Si naïf que cela semble, je suis entre la stupéfaction et l'envie de dire à tous quel est ce glorieux voisinage, sans les assommer, comme je viens de faire avec vous, de mon admiration pour Jean Mounet-Sully. L'émotion est présente, bien sûr, mais la tristesse ne s'affiche pas. On dirait que la convivialité tient tête au chagrin. Puis son épouse, ses enfants sont aussi courageux qu'Emmanuel. La tombe de Mounet est d'ailleurs remarquée par quelques-uns. Je peux donc glisser discrètement ce que je sais de lui, et puis amener les sourires, en faisant remarquer le point commun entre le souffle qu'il faut à l'athlète marathonien et le souffle qu'il faut à l'athlète tragédien pour tenir 2 heures dans une déclamation telle que celle de Mounet. Jean-Paul Mounet. Oui, on l'appelle Paul Mounet, c'est le frère de Jean Mounet-Sully. On l'appelle Paul pour bien le distinguer de son frère. Excellent acteur lui aussi, grand professeur. Il a eu comme élève Pierre Freinet, Marie Marquet. Emmanuel, tu vas te faire au style de ces acteurs, à leur tirade, à leur déclamation? J'espère que vous allez faire un bon voisinage. Je plaisante, mais ton départ nous a vraiment fichu un coup. Moi, m'a doublement fichu un coup. Le cimetière est si vaste. Et toi, tu trouves le lieu ou le moyen d'y bousculer mon mépris des croyances, des magies. Mais les magies ne valent que par ce qu'on en fait. Toi, tu réussis celle, même si je le dis un peu tristement, de me rendre ce lieu doublement cher.